Radio J. Et nous sommes en ligne avec le guide touristique David Mansour. Bonjour à vous David. Bonjour Léa. Depuis le 7 octobre dernier, on vous retrouve régulièrement sur l'antenne pour nous donner des nouvelles. Merci de nous accorder ce temps pour vous qui peut être sans doute très précieux. Alors en tant que guide touristique, David, on le sait, vous connaissez bien l'histoire d'Israël. Vous êtes également un observateur de la vie sociale, de la vie politique israélienne. Depuis 18 jours, le pays est en guerre. Alors on imagine le choc, le traumatisme, la tristesse, la colère. Ce sont tous ces sentiments qui ont traversé les cœurs des Israéliens aujourd'hui. Quel constat faites-vous sur l'état, sur le moral de la société israélienne ? Vous avez dit tous les adjectifs, ils sont tous là. Choc, tristesse, on découvre encore l'horreur. Imaginez 1400 morts, donc ça touche des dizaines et des centaines et des milliers de personnes autour qui connaissaient. Les vidéos sortent petit à petit, on a encore des témoignages qui arrivent. Donc le choc, la colère, la tristesse, l'incompréhension, comment ça peut arriver. Et surtout, aujourd'hui, on dit en hébreu « livad out ». On ne sait pas où c'est qu'on va véritablement. Il y a 370 000 personnes qui ne sont pas chez eux, des pères de famille. Autour de chez moi, toutes les femmes sont seules avec les enfants. Tous les hommes qui ont moins de 40 ans sont réservistes sur le front, sont en train de se préparer pour la prochaine étape de la guerre, de ce qu'ils disent. Et donc, du coup, il y a cette tension au quotidien, c'est-à-dire des familles qui sont un peu délaissées à eux-mêmes, sans savoir véritablement comment on va avancer. On parle beaucoup de la résilience des Israéliens. Est-ce le cas cette fois-ci? Et si oui, comment et où trouvent-ils la force d'être résilients? Oui, ça c'est sûr. C'est-à-dire que on est un peuple aujourd'hui qui est uni. Tous les jours, on voit des choses extraordinaires, des gens du monde ultra-religieux qui vont dans des bases, qui se portent volontaires. Ça aussi, ils n'étaient pas tellement actifs dans l'armée. Et aujourd'hui, par milliers, ils viennent là-bas pour aussi rentrer et s'enrôler, leur faire des barbecues aux soldats, apporter des choses aux personnes du sud, des couvertures, à manger, tout ce qu'ils ont. Ils ont plus rien. Leur maison a été brûlée, des choses comme ça. Il y a vraiment une aide et une entraide, ça c'est sûr. Le moral est là. On sait qu'on est sur une guerre existentielle pour l'État d'Israël. C'est pas encore quelques requêtes. Et avec ça, tous les jours, on a des requêtes, des sirènes. On doit s'enfermer dans les abris. On va en parler. Le Hamas continue véritablement. Donc, c'est pas que ça s'est arrêté maintenant qu'on est à la deuxième étage. On est au cœur de la guerre. Et avec ça, on essaye, comme un cœur, de donner des pulsions et de donner exactement un peu partout ce qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle je disais que votre temps est précieux et que si pendant l'interview il y a une sirène, évidemment, notre interview s'interrompra. Pour le moral, restons deux minutes sur le moral. Il y a aussi quelque chose d'assez exceptionnel. Il y a eu l'engagement des ultra-orthodoxes. Alors, à ma connaissance, il me semble que c'est la première fois que les ultra-orthodoxes, de façon tout à fait spontanée, s'engagent ou pas? Regardez, moi j'habite depuis 30 ans en Israël, j'ai fait l'armée, unité combattante, j'ai fait des réserves pendant 20 ans, participé aux 4 opérations, si on peut dire, guerre, les dernières d'Israël. J'ai toujours vu des religieux à l'armée, avec des kippas blanches, avec des kippas noires. Ils ont toujours, depuis 1948 dans l'histoire, c'était aussi qui était sur le front. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis une trentaine d'années, ils sont plus dans des services nationaux, ou sinon ils ont la possibilité de ne pas faire du tout l'armée et d'étudier la Torah. Ça, c'est un accord qui a été fait avec l'État. Mais ils ont toujours été sur le terrain dans d'autres systèmes. Par exemple, il fallait pas attendre cette guerre-là pour que Zaka, tout le monde a entendu parler, soit les premiers arrivés lorsqu'il y a des attentats pour essayer de soigner. Ils sont là. Mais là, maintenant, on parle qu'ils viennent s'enrôler véritablement, demander une arme et dire de j'ai façon compris, spontanée. il y a écrit dans la Torah. De façon spontanée. Celui qui vient pour te tuer, lève-toi et tue-le. Et voilà, on est dans une guerre existentielle, c'est-à-dire le massacre qu'on a eu, la Shoah qu'on a eu, les mots qu'il faut peser, mais qui ont été en moins de 24 heures, quelque chose que jamais le peuple juif a connu depuis la Shoah. Ils le comprennent aussi et ils viennent sur le terrain. Quels sont les signes qui, cette fois, montrent l'exceptionnalité, si vous voulez, de ce conflit par rapport aux autres et depuis la Shoah ? Je pense véritablement qu'avant, c'était des choses qui étaient nekudati, ils étaient à un point bien précis, comme on dit en Israël, un attentat, un bus qui explose à Tel Aviv. Là, on a bien compris que le but, c'était de rentrer, de faire du mal le plus possible. Il y a eu des témoignages hier que le Shabak, les services de renseignement généraux, ont bien voulu mettre. Ils mettent ça carrément en ligne sur Instagram. Tous les
tous les témoignages, si on peut dire comme ça, des terroristes du Hamas qu'on a réussi à récupérer vivants, qui racontent exactement. Leur mission était, je vais à tel kibbutz, je sais exactement quelle famille habite, où c'est qu'elles habitent, je dois rentrer, je dois tuer telle personne, je dois faire le plus de mal possible. Et à chaque fois, ce qui revenait dans tous les témoignages, c'est sur Instagram que les gens regardent. L'horreur est déjà en ligne. On leur a promis que à chaque otage qu'il ramènerait, il aura 10 000 $ et il aura un appartement pour sa famille. De là, l'envie gratuite du Hamas de vouloir prendre des terroristes pour nous mettre dans la situation où on est aujourd'hui, où ils ont 220. Hier, on a libéré 2 femmes qui sont rentrées à la maison. Donc 220, il reste, si j'ai bien compté, d'enfants, de femmes, de vieillards qui sont préparés. Ils avaient tout préparé. Et ça, le peuple juif, il le comprend. On comprend qu'on est dans une guerre existentielle. On a un regard du Hezbollah qui tire tous les jours quelques petites choses du nord. On a évacué tout le nord d'Israël. On a des tirs déjà qui arrivent de la Syrie. On a des choses qu'on comprend que là, c'est pas quelque chose qui est comme d'habitude. Alors, comme vous le disiez, hein, on est peut-être après ce premier massacre, mais il y a une guerre qui se poursuit par le lancement des roquettes. Comment vit-on concrètement? Comment vit-on au quotidien les alertes? J'allais dire la nuit, dans des circonstances un peu difficiles, avec des enfants, des petits-enfants en bas âge, avec des personnes âgées et avec son angoisse, sa tristesse et tous les sentiments que nous avons décrits en début d'émission. On le vit, Léa, c'est-à-dire que tous les Israéliens le vivent. J'ai de la famille à Ashkelon, à Ashdod, à Tel Aviv, ici chez nous près de Jérusalem. Chacun le vit au quotidien. Être à la maison, enfermé avec les enfants. On a 6 enfants, nous, à la maison, dont une petite qui est née il y a 3 semaines, juste avant quelques jours l'opération. On est à la maison, ils sont en Zoom. Ils laissent des fois 1 heure ou 2 les enfants aller à la maternelle, aller à l'école en primaire. 1 heure ou 2, il faut les emmener. Il faut espérer qu'il n'y ait pas de sirène. Il faut les ramener après, au moins pour qu'ils aient l'impression d'avoir vu des amis et une vie normale. Les autres sont en Zoom à la maison, ça on avait l'habitude avec le corona, c'est pas vraiment très effectif. Avec ça, il y a des sirènes des fois au début. Avec ça, dans la nuit, voilà, les enfants Est-ce qu'on dort, comment ça va se passer. est-ce qu'on dort dans le miklat, hein, la fameuse pièce quand on en a une, hein, parce que pas tout le monde en a, quand on a une pièce qui est protégée, est-ce qu'on dort dedans? Oui, c'est ce qu'ils demandent exactement aux gens qui habitent, de mémoire, à moins de 40 km de Gaza. Moi, je suis un peu plus quand on est dans la bordure de Jérusalem. Mais voilà, ma famille qui habite à Ashdod dort dedans, réfléchit à 2 fois. Elle me dit, la personne, je réfléchis à 2 fois si je fais la douche, si je vais aux toilettes, des choses, si je descends m'acheter une bouteille de lait ou si ça ira bien maintenant de manger le dernier paquet de chips. Voilà, de se faire livrer ça par Internet, online, on sait tout faire aujourd'hui en Israël. Mais l'angoisse est là, la guerre est présente. Il manque des pères de famille à la maison pour la plupart, puisqu'ils sont tous réservistes au front. Je parlais avec un collègue guide, notre organisme Tiultov, c'était une quinzaine de guides avant le corona qui travaillions tous indépendants, tous ensemble. Je lui demandais comment ça va aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Il me répond, je suis en train de chercher des corps à la frontière de Gaza, David. On en a trouvé 2 ce matin. On continue à trouver des corps innocents et à essayer de faire pour leur donner un enterrement comme il faut. Voilà, on avance de cette sorte. Je me dis, qui peut tenir 5 minutes et faire des recherches et trouver des choses après 19 jours dans l'état où ils le retrouveront avec les images qu'on sait? Voilà, c'est ça. À côté de ça, il y a le moral en Israël. Les gens savent, les gens donnent l'espérance, je pense, dans tous nos services, que ce soit l'armée, que ce soit le gouvernement, que ce soit ça. On espère vraiment que la réponse va être adéquate. Et la vie à l'extérieur, la vie économique, est-ce que les magasins sont ouverts? Est-ce qu'ils sont achalandés? Est-ce qu'une activité est visible? Ou bien on est, comme on le disait au début du conflit, dans des villes fantômes, hein, des villes un peu endormies et presque mortes? C'est ça, c'est le mot. Personne n'a le cœur à rien, les restaurants sont vides. Si tu veux te faire livrer, takeaway, pareil, tu peux toujours. Les magasins, il y a manqué pendant les 10 premiers jours du lait, des œufs, c'était d'urgence. Il y avait de l'eau minérale, il n'y avait plus. Aujourd'hui, il y a tout ce qu'il faut. Les gens vont au compte à gouttes et font pas la queue. Chacun va prendre ses courses, chacun fait les choses. Voilà, mais les villes sont mortes. Il y a le quin. Voilà, c'est vraiment un état d'urgence où à chaque seconde, on se dit qu'il peut y avoir un autre front qui va commencer. Et à chaque seconde, il y a une nouvelle information. À chaque seconde, il y a un nouveau président qui vient. Il y a justement, j'allais vous en parler. Aujourd'hui, c'est l'arrivée d'Emmanuel Macron qui est déjà sur le sol israélien. Il y a aussi une exceptionnalité dans ce conflit au soutien que peut lui apporter
de grands pays comme Israël. On a vu d'autres pays, par l'intermédiaire de leurs représentants, être là et soutenir. Est-ce que ça aide aussi le soutien des Israéliens? C'est très important par le passé. C'est très important, Léa. Par le passé, on avait des guerres qui nous tombaient dessus, on avait des obus, on avait des roquettes, on avait des choses très dures, on avait des attentats suicides, et il n'y avait pas vraiment un soutien. Oui, mais c'est toujours Israël aussi, c'est vraiment... vous aussi, vous n'êtes pas toujours comme il faut, donc c'est une réponse naturelle à ce que vous faites et tout. Là, il y a eu vraiment un soutien dans le monde entier de tous les chefs on va dire, du monde, quoi. L'Union européenne, 500 votes pour Israël, le droit de se défendre contre 22 qui ont voté contre, jamais vu dans l'histoire de l'Union européenne. Des gens du monde entier puissants comme Biden qui sont venus, comme votre parlementaire et votre de l'Assemblée nationale et tout, qui viennent voir l'horreur. Oui. Les journalistes qui ont le droit... Exactement. Les gens qui ont le droit. Macron qui est ce matin sur le train. Mais tout ça, ça ne doit pas nous faire oublier une seule chose. On n'est pas encore dans une guerre pour Israël. On est dans cette guerre où, à notre frontière, il y a Daesh, il y a le Hamas. Le monde l'a compris. Je vois les messages que je reçois aussi d'anciens touristes. J'ai guidé quand même des milliers de personnes en 17 ans sur le terrain, des non-juifs de partout, Canada, Suisse, Belgique. Le même soutien de David. Vous êtes obligé cette fois de faire le nécessaire pour l'avenir de votre pays. Il vous teste. Et ça, le monde le comprend. Des gens me disent, David, est-ce que vraiment vous êtes à la hauteur d'aller jusqu'au bout? Ça demande aussi de la cruauté. Et là, c'est les mêmes questions. Hier, on a fait rentrer encore des tonnes d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. On se rappelle des images le jour du samedi 7 octobre. Il y avait aussi des civils qui étaient là au sein du Hamas, qui étaient là, qui volaient des choses, qui ont fait du mal, qui ont tué. Il y a eu des réjouissances aussi les premiers 24 heures sur les réseaux sociaux. On les voyait contents, on les voyait frapper les corps qu'on ramenait des gens qui étaient déjà morts et mutilés. Donc, encore une fois, aujourd'hui, on est dans une guerre existentielle. Il faudrait qu'Israël garde vraiment son regard pour savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Un Emmanuel Macron qui vient ce matin, Laïa, et qui dit « Je vais rencontrer Netanyahou, mais je vais aller aussi rencontrer Abou Mazen ». Personne n'a fait. Personne n'a été rencontré Abou Mazen, de aucune personne qui est venue, parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il y a un pays, une démocratie qui se bat pour son existence face à un soutien de la population et choses, et elle a le droit de se défendre. Et lui, quand il vient, il va donner une voix à deux sons. Ça pourrait nous affaiblir aujourd'hui en Israël, et on doit rester fort dans ce combat contre le Hamas. Merci David pour votre témoignage, d'être venu nous donner des nouvelles d'Israël. Je rappelle que vous êtes le guide touristique David Mansour. À bientôt sur Radio J.